couchez-la. La bibliothèque n'ouvre que dans 2 heures, vous n'avez rien à faire ici. C'est le comble. Voilà qu'on enferme les lecteurs dans mon sous-sol. Ils m'auront vraiment tout fait dans cet établissement. Je sais qui vous êtes. Vous connaissez les lieux. À force de passer vos journées à traîner ici, ça devait arriver d'y rester la nuit. Non, vous ne partez pas. Maintenant que vous êtes là, vous allez m'aider. Je cherche un ouvrage pour ceux d'en haut. L'existentialisme est un humanisme. Ce truc de Sartre. Ils l'ont perdu, ici-bas. Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Pourtant, je travaille tous les jours dans cette pièce. À croire que je passe totalement inaperçue. C'est mon problème. Même dans la rue, les gens me bousculent et disent « Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. » La femme invisible. Je suis la femme invisible. La responsable du rez-de-chaussée. Vous me remettez maintenant? Ah, le voilà. L'existentialisme est un humanisme, n'a rien à faire dans mon sous-sol, on ne fait pas de philosophie ici. L'homme n'est rien d'autre que sa vie. Oh, c'est bon pour les intellos du rez-de-chaussée, je vais le leur rendre. Ils seront contents depuis le temps qu'ils le cherchent en haut. Classé, rangé, ne pas déranger, moi c'est toute ma vie. Ah, désolé, ce n'est pas très amusant. Être bibliothécaire n'a rien de valorisant, je vous le dis, c'est proche de la condition d'ouvrier. Moi, je suis une taylorisée de la culture. Sachez-le, pour être bibliothécaire, il faut aimer l'idée de classement et être quelqu'un d'obéissant. Aucune initiative, aucune place pour l'imprévu. Ici, tout est en ordre, infailliblement en ordre. Vous avez bien dormi au moins? Non? Vous avez eu peur? Pourtant c'est calme. Moi, l'ordre, le calme, ça me rassure. Je suis comme ça, j'ai besoin d'immuabilité et de précision. Ah, je n'aurais jamais pu travailler dans une gare, ça bouge trop. Et rien qu'à l'idée qu'un train puisse avoir du retard, j'ai des angoisses. Oh, d'ailleurs, je ne prends plus jamais le train, j'ai passé l'âge. Je vais vous faire un café. J'apporte toujours un thermos de café quand j'arrive en avance. Buvez un peu, ça va vous rasséréner. Et ne me dérangez plus, sinon je stresse. Déjà que dans les petites bibliothèques provinciales, il y a d'abominables erreurs de classement. En plus, ils enferment les lecteurs distraits dans mon sous-sol. Et en plus, ils se trompent dans les cotations, ça me met hors de moi. Parce que théoriquement, que vous alliez à Paris, à Marseille, à Cahors, à Mazamet ou à Dompierre, sur Bèbre, vous devez trouver toujours le même livre au même endroit. Prenez un grand classique de la sociologie, de la division du travail social, d'Émile Durkheim. Eh bien, il est à la cote 301 dur. À côté du suicide, le suicide, notre grand classique. Du même Émile Durkheim, direct code 301 dur, Durkheim. Infaillible, à tous les coups ça marche.
Le type qui a inventé cette classification la plus célèbre du monde s'appelle Melville Dewey. C'est notre père, à tous, nous, les bibliothécaires. Son coup de génie a été de diviser en 10 grandes thématiques, dites classes, les domaines du savoir. 0, 0, 0 pour les ouvrages généraux. 1, 0, 0 pour la philosophie. 2, 0, 0 pour les religions. 3, 0, 0 pour les sciences sociales. 4, 0, 0 les langues. 5, 0, 0 les mathématiques. 6, 0, 0 la technologie. 7, 0, 0 les beaux-arts. 8, 0, 0 la littérature. 9, 0, 0 l'histoire, la géographie. Et tout ce qu'on n'a pas pu classer avant, on le met ici, au sous-sol. Trop fort. Aïe, il est trop fort. Il est toujours... Désolée, il est toujours trop fort. C'est pour éviter de me le faire tronçonner par les collègues. Quel désordre mon rayon géographie. C'est un peu la classe poubelle. On y met les numismates, les médailles militaires, la généalogie, la psychanalyse, l'occultisme. Un vrai fourre-tout. Non, ça me contrarie beaucoup. Je préfère les classes bien tenues. Tenez par exemple là-bas, à droite, c'est l'histoire. Personnellement, j'aime ce rayon, je l'aime beaucoup même, mais j'ai été désignée responsable de la géographie et de l'urbanisme, ici. À gauche. Et laissez-moi vous dire qu'entre la géographie et l'urbanisme, soit entre les cotes 910 et 930, il y a un vrai gouffre. Une ligne symbolique infranchissable. En vérité, l'histoire prend toute la place. Il n'y en a que pour elle dans la classe 900. Oh, je ne lui en veux pas, je l'aime bien. Mais du coup, il ne me reste que les codes 900 et 910. C'est pas beaucoup. Mais regardez comment fait Dewey, même avec si peu de livres, c'est redoutable. « 910, géographie générale. 914, géographie de l'Europe. » Après 3 chiffres, on met un point. Ce qui fait que plus la notion à exprimer est fine, plus l'indice est long. Ça va, vous suivez? 914, géographie de l'Europe. 914.4, géographie de la France. 914.43, géographie de l'Île-de-France. Et ça continue. 914.43. 6, géographie de Paris. Rien ne résiste à ce classement. Pour résumer, une cote, c'est de 3 à 6 chiffres auxquels on ajoute les 3 premières lettres du nom de l'auteur. L'existentialisme est un humanisme, 194 Sartre. Retenez bien ça, vous n'aurez pas perdu votre nuit. Savoir se repérer dans une bibliothèque, c'est ni plus ni moins dominer la culture, donc le monde. J'exagère à peine. De toute façon, je suis persuadée que Dewey était complètement mégalomane, un sacré maniaque en tout cas. Je le comprends, je suis pareil. On a un homme qui a passé sa vie au milieu des livres. Toute sa vie tournait autour des livres, toute. Comme il était américain, vous connaissez le sens pratique, il a lancé une entreprise de menuiserie pour fabriquer des meubles destinés aux bibliothèques, la Library Bureau Company, excusez mon anglais. Son entreprise existe toujours, ça c'est très américain. Ils vendent des meubles de qualité, ils en ont encore quelques-uns à Beaubourg. Ici, vous pensez, c'est une bibliothèque trop pauvre, tous les meubles sont en toc. Ah, je lui ai bien dit au conservateur, et même à monsieur le maire, que les livres ne se mettent pas sur n'importe quelle étagère en sapin, mais bon, il s'en moque. De toute façon,
je compte pour du beurre, personne ne fait attention à moi, je passe inaperçu. D'ailleurs, si je n'avais pas fait de bruit tout à l'heure en arrivant, vous auriez continué à dormir tranquillement, ça ne vous aurait pas dérangé. Je suis désolée d'avoir interrompu votre sommeil, mais vous pensez peut-être que ce soit sans conséquence qu'un Américain ait entrepris l'ambitieux travail de classer l'ensemble des savoirs humains. Il ne faut pas être naïf. Quand ce monomaniaque classe la littérature, cela donne un monument d'ethnocentrisme. « 8-1-0 littérature américaine, 8-2-0 littérature anglaise, 2 divisions pour les anglophones, de 8-3-0 à A. De 8-3-0 à 8-8-0 littérature européenne, 6 divisions pour la vieille Europe. Que reste-t-il pour les centaines d'autres langues du monde? Une seule division. « 8-9-0. Mais bon, il y a eu des changements depuis. Récemment, les bandes dessinées, on les a sorties de la code 744.5 parce que j'hypertrophiais tous les beaux-arts. On leur a fait un rayon à part, à la rentrée. Moi, j'étais contre. Je n'étais pas du tout contente, mais bon, ils s'en moquent. Le rayon religieux, vu qu'il était en perte de vitesse, a rejoint le rayon histoire. Bon. Dewey aurait compris. Oui, Dewey aurait compris. Mais ce que je n'ai pas supporté, ce qui fut une énorme erreur, c'est d'avoir déplacé les langues de la classe 400 à la classe 800. Et qu'a-t-on mis à leur place? Qu'a-t-on mis? Rien. Ce qui fait que la classe 400 en ce moment est inoccupée, vide. Mais vous êtes d'accord, c'est une ineptie. Moi, cela me donne le vertige, cette cote vide. Et qu'est-ce qui viendra l'occuper? Quel domaine de la culture et du savoir humain que nous n'estimons pas à sa juste valeur viendra plus tard en prendre possession? Je préfère ne pas penser à cette cote creuse, ça me fait peur. Cette idée de laisser une cote vide, c'est une stupidité abyssale, ça me contrarie beaucoup, beaucoup. Croyez pas que je me moque de quoi que ce soit, j'aime mon métier. Bon, je l'avoue, quand j'ai commencé mes études, je ne pensais pas devenir bibliothécaire. Je voulais être professeur. J'ai raté le concours. Maintenant, je suis là, ouvrière spécialisée, rangeuse de livres, petite là. Bip. Je ne suis rien du tout. Cela dit, je ne me plains pas. Au moins, n'ai-je pas à crier toute la journée sur des gamins indisciplinés. Je suis tranquille. Je travaille ici du mardi au samedi, de 10h à 17h, avec une pause entre 13 et 14. Oui, je suis d'accord, ce sont des horaires beaucoup trop restreints pour le public, mais ce n'est pas à moi qu'il faut vous plaindre, adressez-vous à monsieur le maire. Le reste du temps, je suis chez moi. J'habite rue Victor Hugo, entre le cimetière et la boucherie Pratier. Je vis seule, je suis tranquille, personne ne vient me déranger. J'ai beau n'être pas très vieille, je sais bien qu'à mon âge, ma carrière est finie, alors j'attends la retraite en essayant de ne pas me faire remarquer. Ah, je lis beaucoup. J'exécute les ordres qui viennent d'en haut, je dis bonjour poliment au conservateur, je tiens la place, je m'ennuie un peu. Bon. Et de toute façon, les hommes, j'ai tiré un trait dessus. C'est impossible, impossible. C'est pas tout à fait la campagne.
campagne, mais voyez-vous, quand on a une âme fine, sensible et cultivée comme moi, cela fait très, très province. Moi, j'ai besoin de grandes choses. Les hommes, c'est fini. Mais l'amour, je le trouve dans les livres. On n'est jamais seul quand on vit parmi les livres. Eux, ils m'élèvent. Et l'important, c'est d'être élevé. C'est pourquoi il m'est particulièrement pénible de travailler au sous-sol. Vous ne trouvez pas qu'il fait sombre. Moi, les architectes ne pensent jamais à nous, ceux d'en bas. Les architectes ne pensent jamais à rien, de toute façon. Moi, je m'y connais un peu en architecte. J'en vois régulièrement fouiner dans mon rayon. Ceux-là, je ne les ai déjà vus. Ah, le premier architecte ou étudiant en architecture qui passe avec ses lunettes ridicules et son carton en dessin, il paye pour les autres. Pas un conseil, pas un sourire, niet. Je suis pour les punitions collectives. Ce n'est que justice. Celui qui a conçu ce sous-sol étouffant m'a définitivement et arbitrairement condamné au cachot. Alors je les traque tous en retour. Ben, je tiens ma revanche, quand je les fais monter et descendre plusieurs fois entre les réunions avant de leur donner mon livre. Quand je les dérange avec mon chariot alors qu'ils essayent de se concentrer sur leur travail. Quand je tente par 3 fois d'ouvrir leurs fenêtres mal fichues, quand j'arrête la climatisation puis la remets, ou quand je les harcèle en somme. Pas la peine de me regarder comme ça. Je sais très bien jusqu'où ne pas aller. Ce petit jeu, personne ne le voit. Et puis de toute façon, on ne se méfie jamais assez des lecteurs. Je ne dis pas cela pour vous. Je dis cela en général. Au fond, un lecteur ne vient dans une bibliothèque que pour y mettre du désordre. Donc, si on veut limiter la casse, il faut les surveiller de près. Ma mission peut se résumer à cela, empêcher les lecteurs de pervertir le grand ordonnancement de mon sous-sol. Ah, je n'y arrive pas toujours, régulièrement ils font des bêtises, c'est inévitable. Ben, ils dérangent, ils volent, ils écornent, ils déclassent. Il y en a même qui arrachent des pages. Non, mais arracher des pages, quand j'y pense, alors que les photocopies sont à 7 centimes d'euros, et ce sont toujours les hommes. Comme les maniaques du surlignage, toujours les hommes. Il n'y a que les hommes pour légitimer ainsi leurs interventions sur un livre, leur avis, leur correction. Non mais vous les voyez, ces pathétiques annotations? Oui, non, très bien, absurde, inexact, exagéré. Il est interdit d'annoter, c'est dans la charte de l'emprunteur. Vous ne vous en souvenez pas. Pourtant, chacun la signe en recevant sa carte de lecteur, mais tout le monde l'oublie. Il ne respecte pas. De toute façon, les hommes, les lecteurs, ça n'apporte que du désordre. Et moi qui ne supporte pas... J'ai tiré un trait dessus, un trait bien net. Je préfère la compagnie des livres. Ah ben quand je lis... Je ne suis plus seule, je discute avec le livre, cela peut être très intime. Vous connaissez ça peut-être, ce sentiment d'échanger mentalement avec l'auteur, de pouvoir suivre son chemin, d'être accompagné des semaines entières par lui. Quand je lis, je peux tout oublier. Des fois, je n'entends même plus le téléphone. Ce n'est pas que le téléphone sonne très souvent chez moi, sauf ma mère, qui appelle 1 fois par semaine. Mais même, si je suis vraiment prise par un livre, eh bien, je n'entends même plus. C'est un délicieux sentiment, très stimulant. Mais cela exige un minimum d'effort intellectuel, s'entend. Moi, l'effort ne m'a jamais effrayé. Et puis ces livres que je lis dans le silence, je suis tranquille. Mes auteurs préférés sont tous morts, ils ne risquent pas de venir dépareiller mes pantoufles ni d'annoter des pages. Je suis tranquille, bien tranquille. À vrai dire, si je peux être tout à fait honnête avec vous, il y a bien un garçon là-bas au rayon histoire, un garçon bien plus jeune que moi, un chercheur, un doctorant, un thésard ou un agrégatif, je ne sais pas, quelque chose comme ça, il vient étudier, je le regarde, ça ne va pas plus loin. C'est quelqu'un de très intelligent, il suit de longues études. Moi, je n'ai qu'une licence. D'ailleurs, j'y réfléchissais, on a le temps de réfléchir dans ce métier, et je me disais que je ne pourrais pas être sensible au charme d'un homme moins diplômé que moi. Les magasiniers, par exemple.
Ils peuvent toujours me faire des remarques. Bon, maintenant, ils m'en font plus. Même quand ils m'en faisaient des petites remarques, des clins d'œil, eh bien, je les regardais à peine, hein, pas assez intellectuel. Donc, pour me plaire, un homme peut-être moins grand que moi, plus grand que moi, moins riche, moins âgé, plus âgé, ce n'est pas un obstacle, j'ai l'esprit ouvert, voyez-vous. Mais il faut qu'il soit plus intelligent et bien rasé. Hein. J'ai horreur des gens négligés. Mon jeune chercheur, il est très propre. Il s'appelle Martin. Bon, la première fois que je l'ai vu, c'était en sortant de l'autocar. J'étais descendue à mon arrêt habituel, avenue Salengro, et j'empruntais le trottoir qui mène à la nouvelle porte de la bibliothèque, en face du petit centre commercial. Au début, je n'ai pas fait attention. C'était juste quelqu'un devant moi, quelqu'un sans doute qui allait au centre commercial pour travailler ou faire du shopping. Comme tous ces cloportes qui s'escriment à vendre, produire ou acheter autant de marchandises inutiles à l'édification du savoir humain. Bref. Je le voyais devant moi, ce jeune homme, mais je ne faisais pas attention. Cependant, comme il faut marcher 5 minutes avant d'arriver à cette sacrée porte, j'ai continué à regarder ce qu'il me montrait de lui, ses jambes, son dos, sa nuque. Donc j'éprouve un plaisir particulier à regarder les garçons. C'est pas mon genre, vous êtes bien d'accord, mais je n'avais que ça à faire. Parce que je ne suis pas du style, moi, à me promener muni d'un défonceur d'oreilles qui vous balance de la musique morte directement dans le cerveau. C'est pas ma tasse de thé, pas du tout. Dans le bus, je les vois, tous ces zombies, l'un branché sur son hippo, l'autre sur son portable, l'autre à tapoter son clavier, pas un seul de ses avachis pour lire dans le bus. Jamais ce serait trop d'efforts. Et vous voulez ensuite qu'ils viennent s'asseoir dans nos rayons? Regardez, c'est des branchés du bulbe. Impossible, impossible. Par bonheur, Martin marchait devant moi, sans téléphone et sans écouteurs. Je l'ai remarqué tout de suite, ça m'a plu, je l'avoue. Je n'avais pas encore vu son visage, mais déjà j'imaginais le front haut, les yeux, la lèvre volontaire. À la place du marché, il n'a pas obliqué vers le centre commercial, il a pris en direction de la bibliothèque comme moi. Et c'est alors que je me suis rendu compte, dès les premiers pas, à quel point sa nuque avait subjugué. Car enfin, n'y a-t-il rien de plus fascinant qu'une belle nuque? Une nuque, c'est une promesse. Un résumé de la personne entière par sa partie la plus intime. Oui, intime. Elle n'était pas cette partie du corps que jamais vous ne pourrez observer vous-même. Ce bout de cou faiblement chevelu tendu vers le ciel, n'est-il pas le derrière de la tête, la dernière révérence, l'envers de notre esprit? La nuque de Martin, c'est tout cela. Les épaules carrées, se fondant harmonieusement dans un élan vertical. Des cheveux bouclés caressant cette partie de la peau comme pour adoucir une fermeté première, un doux équilibre prometteur dans lequel on peut voir déjà la force du corps et l'intelligence de l'âme. Combien je l'ai admiré ce jour-là. Bien entendu, depuis, j'ai vu son visage, merveilleux visage, bien qu'un peu sec. Et j'aime les garçons avec des gros sourcils. Ça me rassure. Quand il vient ici, Martin s'assied sur cette chaise. Il a raison. C'est l'endroit le plus calme de la pièce et on capte encore un peu de lumière du jour. Entre lui et moi, c'est bonjour, bonsoir, pas plus, mais je l'avoue, ce garçon me paraît très, comment vous dire, ce n'est pas une question de physique, non. Il est très bien élevé, j'aime bien cet aspect aussi, mais enfin, il me paraît très intelligent. Voilà, tout à fait d'une intelligence que j'apprécie. Quelqu'un qui passe son temps à lire des livres, à référencer des livres, à classer des livres, tout ça pour écrire un autre livre, c'est admirable, vraiment. Et en même temps, pas prétentieux, pas du tout, très humble. Ah ben, je lui proposerais bien de venir boire un Darjeeling chez moi, pourquoi pas. S'asseoir sur mon canapé, c'est fait pour ça, un sofa, s'asseoir, boire un thé et parler de littérature. Du moins, c'est ainsi que je le vois. Je suis sûre que lui et moi avons des tas de choses en commun, je le sens. Comme moi, Martin est un sans-grade, une petite main de la recherche, un ouvrier spécialisé, un anonyme.
Malheureusement, je n'ose pas l'invitation, j'ai bien peur de ne jamais oser, je ne veux pas le déranger dans son travail. Et puis ce garçon ne vient pas très souvent, une fois par semaine peut-être, le reste du temps il doit se rendre à la BU, à la bibliothèque universitaire. Mais que voulez-vous? Les bibliothèques municipales, ce ne peut pas être l'Eldorado culturel. Ben déjà, ce n'est pas mal d'être arrivé jusque-là. Plus de 250 000 ouvrages disponibles pour le prêt, ce n'était pas gagné d'avance. Pour ouvrir une bibliothèque dans une petite ville de province, il en a fallu des siècles. Et monsieur le maire ne la porte pas dans son cœur. D'ailleurs, on ne le voit jamais ici, ni lui, ni sa famille. À part des gens comme vous, capables de s'endormir dans une salle de lecture, qui vient ici. Pas grand monde. Les gens sont des ingrats. Quand on pense à la peine qu'il a fallu pour en arriver là, parce que si on regarde d'un peu plus près l'histoire des bibliothèques, qui a pu rassembler méthodiquement des livres? Certainement pas les paysans comme vous, laissez-moi vous dire. Vous n'êtes pas dans l'agriculture, hein, désolé, je croyais. Bon, enfin, pas besoin de voir votre feuille d'impôt hein, pour comprendre que vous n'auriez pas pu, contrairement aux rois, aux moines, aux nobles, à ceux qui ont du pouvoir, en somme, assembler des milliers de livres. Et oui, il faut des sous, monsieur le maire. Par exemple, au XVIIe, le cardinal Mazarin possédait 40 000 volumes dans sa bibliothèque personnelle à Paris. Un jour, il décide de l'ouvrir au public. C'est sympa pour un cardinal. Mais enfin, ne nous leurrons pas. Ce qui comptait avant tout à ses yeux, c'était le prestige qu'il en tirait. On appelait cet endroit la Mazarine. Il était fier comme un coq, le prélat. De toute façon, les livres, c'est comme les carrosses, ça sert surtout à frimer. La vraie culture chez les riches, ça ne vient jamais qu'après en contrebande et c'est toujours mal vu. Et là, pour le coup, elle a pris le visage d'un petit gars très bien, Gabriel Naudet. Ce petit manant, très doué, voulait d'abord être médecin, mais il tombe amoureux des livres du cardinal et devient, coup du destin, son bibliothécaire en chef. Bon, les jours nuageux à la Mazarine, on y voyait gouttes dans leur rébut, bien qu'ici, ils avaient une excuse, hein, c'était les débuts, de grands débuts. Gabriel Naudet y a défini à l'époque une douzaine de classes, philosophie, théologie, histoire, auxquelles il joignait une trentaine de sous-classes, du prix Melville Dewey en somme. Mais ce qui prouve que les Américains n'ont rien inventé de toute façon. Qu'est-ce qu'un Américain sinon un Européen qui a raté le bateau du retour? Moi d'ailleurs, je ne voyage plus. Ne parlons pas de bateau, j'ai des bouffées. L'avion, jamais, vous plaisantez, je ne voyage plus. Franchement, ça ne sert à rien. On n'a jamais assez de temps pour comprendre ce qu'on visite et je ne supporte pas de connaître les choses à moitié. Non, visiter un musée en 2 heures, c'est une imbécilité. 2 heures, ça m'est à peine suffisant pour un seul tableau. Ah non, je n'exagère pas. Ah, mais peut-être que vous, face à une toile, vous vous contentez de laisser votre sensibilité doucement s'exhaler devant les couleurs dans un certain ordre assemblé. Non, mais ce genre d'épanchement romantique, c'est pas ma tasse de thé, hein, pas du tout. Moi, j'ai besoin des plus grands renseignements sur la moindre petite toile. Je suis comme ça, il me faut tout savoir. La vie du peintre, le lieu de son atelier, ses contraintes techniques, son commanditaire, les disputes esthétiques de l'époque, la composition chimique des couleurs, tout. Je ne supporte pas la légèreté, le savoir superficiel. Alors évidemment, les voyages, c'est plus possible. Non, avant, j'allais en Italie. Maintenant, je lis les livres au rayon Beaux-Arts, j'en apprends davantage et ça me coûte moins cher. Je suis persuadée que Martin est comme moi là-dessus. Un perfectionniste, un acharné, un obsessionnel. En vérité, il doit écrire une thèse ou quelque chose d'approchant. Je me suis dit ça lorsqu'une fois, j'ai enfin réussi à regarder discrètement par-dessus son épaule. J'ai lu « Les Jacqueries dans le Poitou sous le règne de Louis XV ». C'était écrit sur une énorme chemise bleu foncé, j'en ai compris que c'était son sujet de recherche. Les Jacqueries dans le Poitou sous le règne de Louis XV. Moi, j'aurais préféré qu'il travaille sur Louis XVI ou sur la Révolution, parce que sur Louis XV, on n'a pas grand-chose. Louis XIV, oui. Louis XVI, sans problème, mais Louis XV, c'est le trou, le trou. Par contre, à la cote 944.75, histoire de la Révolution française, là, c'est plus chargé, c'est ma cote préférée, la Révolution. Aujourd'hui, nous sommes ingrats envers Robespierre. Vous connaissez beaucoup de places Robespierre ou de rues Saint-Just dans notre pays. Non, c'est un scandale.
Ouais, moi, je sais tout ce que vous me dites, la guillotine, la terreur, taisez-vous, ça m'agresse. En vérité, Robespierre a eu le rôle de méchant. Et ce n'est pas bien d'être méchant, ça ne fait pas monter dans les sondages, mais j'aurais bien voulu vous y voir. 1000 ans de monarchie à abattre. Est-ce qu'il fallait des anneaux pour diriger? Est-ce qu'on avait le loisir de donner dans la gentillesse? C'est parce qu'ils ont été méchants que vous êtes là, espèce d'ingrat, clopant, bouseux. Vous vexez pas, dès que je parle de guillotine, je me laisse emporter. Je veux juste dire que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point la révolution est la matrice de toutes nos idées, de toutes nos sociétés. De toute façon, l'histoire contemporaine tient en 3 événements majeurs qui ont bouleversé notre rapport au monde. La Révolution française, les massacres de la guerre de 14, l'invention de la pilule contraceptive. Vous avez toute l'histoire de France là-dedans. Hein, mais je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, ça prendrait trop de temps. En fait, le fossoyeur de la Révolution, c'est Napoléon. Un barbare, un tyran. En faire lire le peuple, ce n'était pas son truc. Hein. Il préférait trucider la jeunesse en marchant dans la neige. Non, un barbare, un vrai dictateur. Et quand je vois tous les bouquins qui sortent chaque année sur ce Nabot bel élevé, je ne comprends pas cette fascination pour Napoléon. Ça me scandalise, je ne comprends pas. Peut-être que j'exagère. Je suis un peu stressée par tous ces livres à ordonner, parce qu'une bibliothèque, c'est très hiérarchisé. Les lecteurs ne peuvent pas s'en rendre compte, mais nous sommes toutes soumises à un ordre sans pitié. Tout en haut, enfermé dans son bureau, le conservateur. Il vient des grandes écoles, il décide des gros achats, il a une place de parking réservée, il fréquente les écrivains. Ensuite, il y a les bibliothécaires de première catégorie, des fonctionnaires de première catégorie, ou toutes des snobs et des mères de famille qui ont réussi à tout concilier dans leur vie, et patati et patata. Puis viennent les fonctionnaires de deuxième catégorie, les plus bosseuses, cyclistes ou célibataires, comme moi. Mais je dis bosseuses parce qu'en bibliothèque, 9 employés sur 10 sont des femmes. À part le conservateur qui culmine en haut de l'échelle, ce n'est que pour des tâches inférieures que les hommes sont employés. Magasinier, vigile ou technicien. Moi, j'en côtoie encore quelques-uns, mais juste pour leur donner des consignes. D'ailleurs, les femmes qui fréquentent les hommes en bibliothèque sont les plus mal classées. Moi, je suis juste avant eux, mais bien après les gradés. Je suis entre les deux, au milieu de l'échelle. Enfin, au sous-sol. Je souffre de cette hiérarchie, mais que faire? Toute seule, je n'oserais jamais me révolter. Je ne m'entends pas avec mes collègues. Pour changer cette hiérarchie séculaire, il faudrait commencer par mettre du désordre, et là j'angoisse. Alors je reste dans mon sous-sol à me faire humilier. Parce que cet ordre terrible se retrouve aussi entre les rayons. Hein. Toutes les classes ne sont toujours pas égales. Ah, sur le papier, oui, bien entendu, mais en vérité, pas du tout. Littérature française, histoire, telle est l'aristocratie des classes, la noblesse de cour. Dans le même cercle, vous avez les ci-devant de la philosophie et des religions, puis les petits marquis des langues étrangères. Un peu avant, les tonsurés du rayon sciences économiques et sociales, la noblesse d'Europe. Juste au-dessous se pavane la bourgeoisie des revues et des magazines qui débattent toujours, mais n'agissent jamais. À côté, citadelle imprenable, le bas clergé du rayon enfant. Je ne parlerai pas des zones franches dévolues aux disques et aux DVD, ce sont des parvenus, mais plus bas encore, tout au-dessous, le prolétariat, je vous le dis. C'est le rayon sciences, géographie, informatique, vie pratique, dictionnaire et guide du voyage, oui. Parce que sans leur fichu mode d'emploi pour Excel, sans leur roman policier, sans les guides pour faire son CV, vous croyez qu'ils la rempliraient leur bibliothèque? Jamais. Mais c'est toujours la même chose. Les classes populaires qui permettent aux rayons d'élite de maintenir leurs privilèges n'obtiennent de la noblesse aucune considération. Tout ça me révolte. C'est archaïque, irrationnel pour quelqu'un comme moi dans une bibliothèque comme ça. À comment avoir guillotiné Louis XVI? Ah, si c'est pour être méprisé de la sorte. Oui, je suis méprisée. On ne me considère pas à ma juste valeur. Ben là-haut, ils savent très bien que je n'ai pas réussi à être professeur et ils se moquent. Les magasiniers ricanent, je les vois bien. Ma camarade du rayon histoire, elle est toujours en retard, elle me laisse le sale boulot, elle ne m'aime pas. Et la direction m'interdit de donner mon avis. Pourtant, j'en connais des choses, hein, je pourrais leur en apprendre sur leur métier. Ben, un jour, par exemple, je me suis permis de leur dire, moi qui adore Guy de Maupassant, qu'on ne trouve pas autre chose en littérature que ses best-sellers. Bel-Ami, Le Horla et Boule de Suif. Par contre, toutes ces autres nouvelles, tous ces autres romans, forts comme la mort, Mon Henriole, impossible de mettre la main dessus, impossible.
Idem pour Simone. Simone de Beauvoir, que tout le monde réduit à son deuxième sexe. Eh bien, elle a écrit de très beaux livres, de grands romans qui sont introuvables là-haut. Alors, je lui ai fait remarquer à la responsable du rez-de-chaussée que c'était bien la peine d'acheter des romans ouzbeks mal traduits et inempruntables si on n'avait pas d'abord tous les livres et les romans de Beauvoir et de Maupassant. Eh bien, vous savez quoi? Elle m'a ri au nez. Ri au nez. Alors là, c'est un crime contre la culture. J'ai mis des semaines à m'en remettre. Surtout que vous ne vous rendez pas compte, mais ça avait été un effort monstrueux, monstrueux. D'oser faire une remarque de ce genre, moi qui ne déteste plus que tout l'idée de me faire remarquer, moi qui ne suis pas une rebelle du tout. Pour une fois que j'avais pris cette petite liberté, ah non, vraiment, un crime. Maupassant, lui c'était un homme. Pensez. Il a écrit 290 nouvelles et 7 romans en l'espace de 10 ans. Avec ça, le dimanche, il trouvait encore l'énergie de descendre la Seine à la rame. Une vraie force de la nature. Ah, il devait avoir de gros biceps, être vachement intelligent, un sacré bonhomme, ce Maupassant. Et un vrai poète. Il a commencé par écrire des vers. Ah, j'adore son style. Il faut dire, il a été épaulé par Flaubert toute sa jeunesse. Dans ces nouvelles, il y a le mot engourdissement. On ne l'entend plus beaucoup aujourd'hui, alors que cela sonne bien pour décrire les élans de l'âme, le mot engourdissement. Alors, personnellement, je préfère le Maupassant des débuts à celui de la fin, parce que ces derniers romans, c'est un peu à l'eau de rose, j'avoue. Il avait quitté le ministère de la Marine, où il était fonctionnaire, il commençait à avoir du succès. À force de fréquenter les salons et les demi-mondaines, faire le coq, gagner de l'argent, ça l'a gâté. Avec ses droits d'auteur, il s'est acheté un bateau à voile en Méditerranée, une énorme erreur, le début de la fin. Mais la voile, ça ne vaut rien, ramer, il n'y a rien de mieux pour la santé. Il a commencé à être malade, il est mort à 43 ans et nous n'avons pas ses œuvres complètes. Quelle honte! Alors que Balzac, qui était avant tout un industriel du livre, un gars qui faisait pisser de la copie, alors là ils ont tout. La comédie humaine. Tu parles, l'arnaque du siècle, ouais. Balzac, c'est bien connu, écrivait pour éponger ses dettes. Parfois, il compilait des textes non publiés, changeait le titre, collait un ou deux chapitres en plus et hop, à l'imprimerie. Voilà, ça, je ne peux pas le supporter. Au fond, je m'en tire pas mal. Je préfère rester ici-bas, tranquillement, plutôt que de travailler toute l'année avec les snobs d'en haut. Certaines de mes collègues, dans leur grand rez-de-chaussée, avec leurs grandes fenêtres et leurs rayons parfaits, elles sont si bien, elles... si parfaitement à leur aise à côté de leur machine à café qu'elles rêvent à voix haute d'une bibliothèque sans lecteur, comme certains professeurs d'une école sans élèves. Et à quoi servirions-nous alors? Ah oui, ce serait parfaitement rangé, un chef-d'œuvre mathématique, de grande pureté, cette bibliothèque. Mais à quoi bon si personne ne vient la malmener? Moi, j'aime. Quand une nouvelle personne descend dans ma cave, ça m'aère. Chaque fois que j'entends quelqu'un descendre les marches, j'ai le cœur qui palpite. Bon, bien sûr, moi, en géographie, j'ai des ambitions limitées, je vis rarement cela, je m'en accommode comme je peux. De toute façon, je suis quelqu'un de limité, d'humble, de modeste. Tout être humain, un minimum cultivé, doit prendre un jour la mesure de son impuissance plus profonde. Moi, plus je vieillis, plus j'ai conscience de ma finitude. Plus je vieillis, plus les chances que Martin me regarde s'amenuisent, je le sais. Chaque jour passé ici est un pas vers la tombe, c'est bientôt la fin. Pour un homme, c'est pas gai, mais pour une femme, c'est pire, ça me déprime. Alors, la seule chose qui me console, c'est d'être entouré de gens aussi déprimés que moi. Les lecteurs de mon sous-sol, ils sont très déprimés, ça me fait plaisir. Par exemple, votre tête n'exprime pas la gaieté la plus profonde, pour dire des choses poliment. Ne me mentez pas, je vois clair en vous. Vous êtes triste, solitaire, mais si vous ne veniez pas, ce serait pire. Ne protestez pas, vous avez raison de venir. Il ne faut jamais rester à se morfondre chez soi. Quand votre famille vous a abandonné, que vos amis vous fuient, quand on se considère soi-même comme un raté, un impuissant, un cloporte, fréquenter les livres, cela aide énormément. Réfléchissez-y un instant.
qu'est-ce qui peut faire le plus souffrir l'être humain si ce n'est la conscience de cette finitude? Je ne parle pas de la peur de la mort, je parle de cette souffrance de savoir notre intelligence limitée. Or, quand nous pénétrons dans une bibliothèque et que nous contemplons ces étendues livresques, que se passe-t-il dans notre âme si ce n'est une grâce? Les longs rayonnages nous renvoient une image idéale, celle des domaines complets de l'esprit humain. Alors tous les chemins s'aplanissent, tout est renouvelé, et nous nous approchons d'une vision mystique de l'abondance, l'inépuisable lait de la culture humaine mise à notre portée. Servez-vous, c'est gratuit. Empruntez, car autant l'accumulation matérielle appauvrit l'âme, autant l'abondance culturelle l'enrichit. Ma culture ne commence pas où s'arrête celle d'autrui. En vérité, la bibliothèque est le lieu de la plus grande solidarité. L'humanité déprimante, l'humanité souffrante, la plus belle en somme, c'est des chômeurs, des pêcheurs et des réfugiés climatiques. Elle est là, autour de moi. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous servira. Quoi, vous ricanez? Mince alors, pour une fois que j'étais sérieuse, je me suis encore laissée embarquer, mais vous avez raison. Pour me faire bien comprendre, je vais vous dire qui, typiquement, n'entre jamais ici. L'homme blanc, riche, entre 35 et 50 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, il fait partie des barbares dominants. Monsieur ne partage pas les infrastructures publiques, jamais vous ne verrez monsieur dans un bus, monsieur ne partage rien avec les autres, monsieur possède. Bon, cela fait longtemps que la madame de monsieur ne demande plus d'œufs à sa voisine d'en face, elle a eu pour la fête des mères un mixeur 3 vitesses. Et quand monsieur veut lire, monsieur achète ses livres. Mais lire, c'est déjà un acte de faiblesse. Monsieur a du pouvoir d'achat, une maison, 2 voitures. Monsieur n'a pas de temps. Il paye un abonnement au club sportif. Pense-t-il jamais, monsieur, à la maison commune? Non. Il se considère comme tout puissant. Un self-made man, cet âne. Mais la vie n'est pas un programme de machine à laver. Attendez qu'il lui arrive un cancer sur le coin de la tête, un chômage, un adultère ou un contrôle fiscal, ou les 4 à la fois. L'adulte nous, vous le verrez arriver, la queue entre les jambes, son téléphone ne sonnera plus. Soudain, le temps s'étirera. Alors il feuillettera des journaux, s'apercevra qu'il ne connaît rien du monde, s'ébahira de notre nouvelle possibilité de prêt sur 6 semaines renouvelable une fois. Sa femme le quittera, il deviendra maniaque ou dépressif, bouliste, piéton même. Il sera parmi nous. Mais il aura fallu que la vie lui donne toutes ces claques sur la tête pour qu'enfin il comprenne que la bibliothèque devant laquelle il passait auparavant avec indifférence, ce ne sont pas des livres morts, non. C'est le cœur même de la grande consolation. Je dirais même plus. Que représentent pour nous ces grands bras chargés de rayonnage, les tapis mous sur lesquels nous marchons, ce semi-silence reposant, la tiédeur de la température, la surveillance discrète et bienveillante. Vous ne voyez pas? N'ayez pas peur de vous exprimer. Alors, je vous rappelle que je suis quelqu'un de neutre par rapport à vous et que tout ce que nous dirons dans cette pièce ne sortira pas du cadre de la séance. Vous ne voyez toujours pas? Pourtant, c'est évident. Pénétrer dans une bibliothèque, c'est ni plus ni moins retourner dans le giron de maman, oui. Comme maman, la bibliothèque est un bisou magique et tout disparaît. Chagrin d'amour, misanthropie, désespoir sur le monde. Mal de tête, insomnie, indigestion, corps aux pieds, je peux en témoigner. Pas une de ces pathologies qu'une bibliothèque t'apaisera. D'ailleurs, pour soigner les agoraphobes, les psychothérapeutes nous les envoient, sachant que les malades rencontreront ici une foule pacifique, une humanité réconciliée. Ces étudiants qui planchent sur des tables paisiblement partagées, ces pépés qui lisent et ces enfants bien sages, ce mélange continuel d'essence cérébrale déambulant dans la stratification rationnelle des idées de la classification décimale de Dewey. Oui, cette vision de l'humanité nous élève. J'ai fait installer cette plante verte. Enfin,
que vous n'en verrez pas beaucoup en bibliothèque. Martin ne doit pas aimer les ficus. Je ne sais pas quoi inventer pour attirer son attention. Lui glisser un mot dans une fiche de prêt. Je ne vais tout de même pas lui offrir des fleurs, une belle nuque comme lui. Jamais il me regarde, il reste à lire ses bouquins d'histoire. Ça m'énerve. Je devrais lui dire, Martin, c'est bête de lire comme ça. Enfin, faut pas se leurrer. Combien de ces sacrés bouquins penses-tu pouvoir connaître? Allez, tu as de grandes capacités, tu lis 2 livres par semaine pendant 50 ans, et bien à la fin de ta vie, tu en auras lu combien? 5000? Ce n'est rien. Rien du tout. En comparaison de ce que nous avons ici, 250 700 ouvrages. Et à la BNF, 14 millions. On est des cloportes, des cloportes. Alors autant s'amuser, se parler, se reproduire, non? Si tu veux, nous irons à Versailles quand tu voudras. Nous partirons sur une plage, un peu comme celle-ci. Je serai ta Pompadour, et on s'aimera encore même quand l'amour sera mort. La main dans la main, nous contemplerons la mer, toujours recommencée, ce flot grondant, ce flot d'eau et de lumière, ce lourd flot qui chaque jour porte ses nouvelles eaux, ses nouvelles alluvions, la marée nous emporte et nous submerge. Trop de papier chaque année, 50 000 nouveaux titres, 50 000 livres qui se battent pour venir encore gonfler nos rayons, accroissant du même coup ma finitude, ma vieillesse et ma nullité. Oui, tout cela est un leurre profond. Jamais on ne se sent aussi misérable que dans une bibliothèque. On a beau s'humilier devant les livres, on a beau faire des efforts. Les livres ne peuvent rien pour nous, ils ont toujours raison contre nous. D'ailleurs, si on ne cherche pas à les dominer au maximum, ils nous tueront tous, ces salauds. Non, je ne comprends pas l'indifférence de Martin à mon égard. Ben, je sais bien que j'ai raté le CAPES, mais tout de même, c'est pas trop mal, non? Répondez. Qu'est-ce qu'il veut, ce gamin? Rencontrer une manager en projet informatique, une remplisseuse de distributeurs automatiques, une représentante en piscine individuelle, une chercheuse en énergie nucléaire. Non, je ne comprends pas. Je fais un métier utile, courageux, intéressant. Et cessez de vous tortiller comme ça sur votre chaise, je ne vais pas vous manger, on ouvre dans 5 minutes. Vous entendez? Voilà qu'il monte les rideaux, on ne va pas tarder à ouvrir. Je vais vous dire quelque chose à propos de sa nuque. Non, parce que j'ai bien réfléchi, hein, j'ai bien le temps. Hein. Bien, un soir, j'étais là, à mon bureau, j'avais un livre dans les mains et j'allais le ranger. C'était un livre assez costaud, broché, en dos carré, et comme je le replaçais, je l'ai regardé une dernière fois entre les autres, et ce livre de dos m'a fait soudain penser à quelque chose. Mais à quoi? Eh bien, sans mentir, j'ai eu une révélation. À la nuque de Martin, oui. Alors j'ai compris. Qu'est-ce que le dos d'un livre, sinon sa nuque? Pas la peine de me regarder comme ça, on voit bien que ne passez pas votre temps au milieu de gens et de livres qui se tournent le dos. Bon, cette découverte m'a bouleversée. La nuque de Martin, résumé syncrétique et universel des fesses inviolées de l'homme se faufilant au milieu de centaines de livres qui eux aussi montrent leur derrière, leur dos. Martin là, à la portée de mes bras. Heureusement qu'il y a 2000 ans de civilisation derrière moi et le ficus entre nous. Au fond, les écrivains ne pensent qu'à ça. Prenez par exemple Guy de Maupassant, qui est mort fou. Les critiques littéraires, après le Horla, ont pondu des pages empoulées sur les manifestations d'une angoisse existentielle qu'il était censé porter depuis l'enfance. Sur l'expression d'un dédoublement de personnalité profond et patati et patata. Mon cul! Maupassant est mort des attaques cérébrales ultimes consécutives à une syphilis mal soignée. Telle est la vérité. Maupassant était un vrai érotomane. Mais enfin, rappelez-vous le soir où il a fait constater devant Flaubert et devant l'huissier qu'il chevauchait 6 filles de joie en l'espace d'1 heure, et hop au bordel, et fit ça. Belle figure de moralité. D'ailleurs, Maupassant l'a dit, Bellamy c'est moi.
Et Bel-Ami, ce n'est pas une satire du monde journalistique comme l'expriment les rédacteurs de manuels scolaires pour lycéens de province. Bel-Ami n'est même pas un roman. C'est une ode à la puissance sexuelle comme outil de domination allié à l'argent. Tu parles d'une exemplarité. Et Balzac, un homme qui passe son temps enfermé en robe de chambre à boire des litres de café noir, vous aimeriez qu'il épouse votre fille. Et Sartre, encore pire, un vrai satrape, un alcoolique. Il fumait, il buvait du whisky et il cachetonnait un maximum par-dessus le marché. Oh, le prix Nobel de toxicomanie, il ne l'aurait pas refusé. Tout le monde sait qu'il a écrit La nausée sous l'emprise de la mescaline. Simone de Beauvoir, qui buvait sec elle aussi, raconte qu'elle l'entendait croquer les pilules de Coridrane pendant qu'il écrivait. Martin, lui, c'est du chocolat. Sartre en absorbait tant de ces pilules qu'à la fin de la journée, il était sourd. Jamais il ne me propose de chocolat, Martin. C'est un geste trop intime, sans doute. Sartre seul, a imposé à Simone de Beauvoir le coup des aventures et de l'union libre. Elle l'aurait bien épousé, mais Sartre ne pensait qu'à lui. Des amours contingentes et les amours nécessaires, du blabla, oui. Elle a souffert. Oh, elle a souffert, Simone. Mais je le sais. Beauvoir faisait des scènes de jalousie à Sartre, mais lui restait inflexible. Mais comme Martin, j'ai beau faire, jamais il me regarde. Alors, quand Sartre s'amourachait d'une autre femme, Simone l'imitait, mais c'était par dépit. Et je la comprends. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Rajouter un ficus, draguer un magasinier, emprunter des DVD. On a beaucoup jasé autour de cet écrivain américain, Al Green, avec qui Simone a une grande aventure. Mais c'était Jean-Paul qui avait commencé. Aux États-Unis, le grand philosophe s'était entiché d'une petite américaine. Comment voulez-vous que la pauvre Simone, elle ne se sente pas abandonnée? Moi, je le vois, Martin. Il discute de la Pompadour avec sa blondasse. Alors, par dépit, le Castor en trouve un pour elle, d'Olibrius transatlantique, et hop, et que je fais tout pareil que Jean-Paul. Et ça se dit féministe. Quelle souffrance. Martin et sa blonde. Ça me fend le cœur qu'il puisse être amoureux. Mais n'essayez pas de me consoler, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de rester seul dans ce sous-sol, à attendre chaque jour que Martin descende, c'est affreux. Un matin, ils sont arrivés ensemble, lui et sa blonde. Et si ça se trouve, il la chevauche dans ma bibliothèque. Cette femme, hein. Simone de Beauvoir, avec tout ce paquet de souffrances, de misère et d'amour. Pendant 5 ans, elle a écrit Les Mandarins, 5 ans, son plus beau livre, code FRBEA. Pourquoi Martin me laisse-t-il seul avec ses fichus livres? Franchement, vous croyez qu'un garçon comme lui pourra un jour seulement me regarder? Pauvre Simone, pauvre de moi. Non, vraiment, je ne pensais pas que la culture, ce serait ça. Ce bruit, vous entendez? Voilà qu'il monte les rideaux, on va. C'est ouvert. Non, vous pouvez remonter et partir. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. S'il vous plaît, ne répétez pas ce que je vous ai dit. J'ai un peu honte maintenant. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'était juste, comment dire, un accès de fantaisie. Il n'est pas toujours facile de tenir son rang. Vous m'avez prise au dépourvu et je craque parfois à rester dans cette prison au milieu de ces livres. Oui, certains jours, j'ai l'impression que je pourrais crever ici. Personne ne s'en apercevrait. Personne ne sait où elle est, la bibliothèque. Ils passent tous sans me voir. Ce sont des ingrats. Martin, mes petits vieux, mes cancres, mes réfugiés. Jamais un mot de reconnaissance, jamais. Une fois parti, ils m'oublient. Je reste dans mon sous-sol à me faire... Alors qu'en haut, elle ricane. Le soir, je n'arrive même plus à lire. Et pourtant, chaque jour, cela recommence. Je me laisse embarquer. Le combat homérique. Chaque jour, je reviens dans l'arène. Chaque jour, je me dis, et s'il ne venait plus, si tout était perdu? À quoi bon alors avoir coté tous ces livres? À quoi bon ma jeunesse passée dans des bibliothèques surchauffées? Oui, à quoi bon Simone de Beauvoir et Eugène Morel si Martin ne vient pas? L'existentialisme est un humanisme. Je l'ai trouvé à côté du suicide. Je vous le rapporte.
Sophie Divry, qui m'accompagne depuis plusieurs années déjà. Donc, je le connais presque par cœur.